toute chose, les extraits du film seront ici en VO sous-titré, d'abord parce que la version a beau être sympathique en français, je présente le film dans sa version longue et donc sans version française pour les scènes inédites. Cette version longue sortira dans un laserdisc superbe en NTSC à l'époque, une signature édition, épaisse comme ça, que j'eus lors de sa sortie. Impressionnant par le travail fourni, comme sur toute la collection, je me régalais de ces scènes en plus en 1997. Elle ressortira dans le Blu-ray que vous avez dans la description avec la version cinéma en version française bien sûr et de nombreux bonus ainsi qu'un DVD. Parce qu'on a envie d'en voir plus, soit 13 minutes. Ne le boudons pas donc. Voilà pour la petite mise au point. The wicked will be punished. Il était évident qu'après ces films tournés chez lui en Nouvelle-Zélande, souvent très gore et outranciers, comme Brain Dead, Bad Taste, et parfois superbes et poétiques comme Créature Céleste, qui nous avait calmés, et réussir à tromper un pays tout entier avec un faux documentaire absolument maîtrisé, Forgotten Silver, faisant croire à son pays que c'est un réalisateur de chez eux qui avait inventé le cinéma. Du bonheur. Holy water. Hollywood n'allait donc pas tarder à lui titiller la glotte pour que Peter Jackson commence une carrière américaine. Ce sera le cas avec ce fantôme contre fantôme, avec Michael J. Fox en personnage principal. Réticent toutefois à tourner à Hollywood, le réalisateur propose à Universal de délocaliser la production en Nouvelle-Zélande, siège de ses studios et de sa société d'effets spéciaux, et de paysages quasi vierges sur le plan cinématographique, où il a l'habitude de travailler. Ces conditions sont acceptées car Jackson fait par ailleurs la preuve que les coûts de production en seront diminués. En cours de tournage, il va recevoir bien sûr plusieurs propositions des studios hollywoodiens pour d'autres projets, dont une reprise de La Planète des Singes que fera Tim Burton, une adaptation du Seigneur des Anneaux ultra top secrète et une autre reprise, celle de King Kong. Comme d'habitude, le réalisateur travaille avec sa femme, Fran Walsh, sur l'histoire qu'il commence à écrire en 1992 sur 2 pages écrites au départ pour la série Tales from the Crypt. Robert Zemeckis, qui est aux commandes, va envisager un temps de le réaliser lui-même. En tombant sur l'histoire, il va en faire un film et va demander à nos deux loustiques d'en écrire plus, ce qui sera fait en 1994. Tellement impressionné par leur travail, Zemeckis se dit alors que le film doit absolument être mis en scène par Peter Jackson et décide d'en être le producteur délégué alors que le film sera financé par Universal Pictures. Le studio valide donc le projet en avril 1994 avec un budget de 26 millions de dollars et garantit à Peter Jackson et Robert Zemeckis un contrôle artistique ainsi que le montage final total. Oh, this could be the worst case I've ever seen. Oh yeah, this is bad. Frank Bannister est un chasseur de fantômes, non pas un Ghostbuster, mais un vrai charlatan. Il a assisté à la mort de sa femme et depuis cherche à comprendre toute forme de spiritisme et est capable d'avoir des contacts avec les personnages venant de l'au-delà, des fantômes, et notamment 3 assez gouailleurs qui vont faussement hanter les maisons pour que Frank faussement les fasse faussement disparaître. Et empoche bien sûr de l'argent derrière. Hey, come on, Frank. Look, we want to call a meeting, man. We got a wrap. Seulement voilà, plusieurs habitants de la ville meurent mystérieusement d'un infarctus une fois que Frank les a quittés. I gotta take a leak. And I'm not getting out of the shower. Goodbye. Le voilà donc confronté à un tueur de l'au-delà et Frank va devoir le combattre, quitte à y laisser la vie ou se voir révéler un secret qu'il avait oublié. Une faucheuse qui compte ses morts et un chasseur pourchassé par un membre du FBI complètement frappadingue, l'histoire est un bonheur. Peter Jackson a besoin d'effets spéciaux et rien de mieux que de les confier à la boîte qu'il a créée là-bas et qui va aller en grandissant, Weta, qui avait créé les effets de Créature Céleste avec juste un seul homme à la barre, seul employé de la boîte, avec un ordinateur Silicon Graphics. Ici, cela va être plus compliqué avec plus de 500 plans de trucage du jamais vu sur un film tourné là-bas. Comme les coûts de tournage sont moindres dans son pays, le budget alloué aux effets spéciaux peut être atteint. Ils vont donc recruter des infographistes un peu partout dans le pays ainsi qu'en Australie, mais peu de gens qui sont assez qualifiés. Jackson va donc aller voir Wes Takahashi, ancien superviseur chez ILM, qui va venir et aider à superviser pendant plus d'1 an la post-production du film. Vu la complexité des plans à tourner, il faudra 6 mois pour les prises de vue afin de les faire correspondre aux plans truqués avec une caméra pilotée par un ordinateur et chaque scène tournée 2 fois, les acteurs d'abord, les fantômes après. Look him in the eye and just say,
Give me what I want, I'ma bust your ass! Les fantômes furent filmés, eux, bien sûr, devant un écran bleu, et pour le tueur, se déplaçant dans les murs, sous le papier peint, les moquettes, ce sera une animation 3D qui va être animée en fonction des yeux des acteurs. Le tueur, cette mort qui visuellement ressemble quand même pas mal à ce que nous donneront les Nazgûl du Seigneur des Anneaux, ce seront là aussi des CGI créés à partir de plusieurs logiciels. Nous avons aussi de vrais maquillages pour les fantômes qui accompagnent Frank ou de vilaines blessures et qui vont être créés par le grand Rick Baker, un maître du genre pour un personnage. When a man's jawbone drops off, it's time to reassess the situation. En effet, il va notamment et seulement s'occuper du juge puisqu'il est en train de travailler sur le film Le Professeur Folding, ce qui va empêcher de l'employer pleinement sur le film. Could soon be time to lay my bones. No. Baker va avoir l'idée de la mâchoire, de son os qui en sort et certaines parties de son corps qui sont traitées en infographie. Tête éclatée, visage embouilli, corps coupé à la faux, Jackson se lâche, bien que plus propre que dans ses anciens films par obligation de réussir, puisque grand studio oblige. Peter Jackson va réussir l'exploit de mélanger plusieurs genres, de l'épouvante à la comédie, un film hybride, étrange, léger et pourtant lourd en thriller et en suspense. Du Psychose d'Alfred Hitchcock où le réalisateur s'amusait avec le spectateur dès la bande-annonce, où John Carpenter est le personnage de Sam Neill dans L'Antre de la Folie, il n'est pas rare de voir cette limite franchie entre peur et rire, une chose délicate et ici pleinement réussie, Jackson en ayant fait l'usage longuement dans ses premiers films. What in the hell is going on out here? Get back in your grave! Alors que Peter Jackson et le producteur Robert Zemeckis espéraient une sortie pour Halloween en 1996, le studio Universal continue à débloquer comme souvent et va préférer lui une sortie en plein été. Et le film va sortir le jour d'ouverture des Jeux Olympiques d'été d'Atlanta, ce qui lui vaudra un échec cuisant au box-office, en plus d'une dure concurrence. Il n'empochera que 16 millions en Amérique du Nord, 29 millions et 500 000 entrées dans le monde et seulement 200 000 entrées en France. Ayant Robert Zemeckis en producteur, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le choix de Michael J. Fox est évident. Déjà atteint de la maladie de Parkinson lors du tournage du film, Tom Cruise et Matthew Broderick seront envisagés. Mais l'acteur va donner un de ses meilleurs travails. Il est quelqu'un qui peut très bien jouer les rôles dramatiques, comme on le verra dans la seconde partie du film, et bien sûr très à l'aise sur la comédie, comme ces films l'ont souvent montré avec notamment Les Retours à le futur. Il franchit avec une aisance sans commune mesure la barrière entre cette comédie et l'horreur, et certains qui se sont aventurés à le critiquer sur son jeu peuvent en avoir encore la preuve avec ce film que le bonhomme est juste démentiel. Une sobriété de jeu comme il l'avait déjà montré dans Le Outrage de Brian De Palma, mélancolique et sans réelle envie de vivre depuis qu'il a perdu l'amour de sa vie, ce qui le ronge bien sûr intérieurement. La rédemption viendra, comme à son habitude, lors du combat final et ira même combattre dans l'au-delà pour sauver Lucy. Dans le passage de flashback du premier meurtre de Bartlett dans un hôpital, Michael J. Fox s'arrête devant la caméra pour dire « This is great », « Oh, c'est génial », ce qui est une reprise d'ailleurs d'une phrase récurrente de Marty McFly dans Les Retours à le futur. Oh, this is great. Pour l'acteur, le tournage sera déroutant puisqu'il doit très souvent jouer devant rien en face de lui puisque les fantômes seront ajoutés derrière en post-production. C'est son dernier vrai grand rôle en tête d'affiche et c'est toujours Luc Hamet à sa voix française. Le docteur Lucy Linsky est interprétée par Trini Alvarado, une actrice enfant en tout début de carrière, et sera remarquée ici dans le film The Babe d'Arthur Hiller ou Les 4 filles du docteur March en 1994 dans le film de Gillian Armstrong. Ce sera un de ses rôles les plus importants et derrière, rien de bien grand. Elle interprète donc une veuve surveillée par son mari en fantôme qui va vite devenir un intérêt amoureux pour Frank et dont le mari ne peut rien alors que Frank peut le voir, ce qui est triste pour lui mais très drôle pour nous. Wow, so did you build your own house? Elle est bien sûr sur la liste de la grande faucheuse et Frank veut tout faire pour la sauver. Marine Jolivet la double ici. Deborah's corpse
had the number 13 carved into his forehead. Jeffrey Combs est choisi pour incarner l'agent du FBI Milton Damers, Peter Jackson étant fan de lui et de Réanimateur de Stuart Gordon. You're a very dangerous man, Mr. Bannister. C'est l'acteur lui-même qui a l'idée de la coupe de cheveux hitlérienne. Il porte aussi des lentilles noires demandées par Jackson durant le tournage afin de rendre son regard plus inquiétant. De plus, dans la version longue, lorsqu'il retient le docteur Lucy dans sa voiture, on peut y voir des croix gammées sur la paume de sa main droite. Pour la version cinéma, ces signes auront été gommés numériquement. Disons-le, le personnage est fou, dingue, ravagé et aussi très drôle malgré lui. Bref, à se demander comment le FBI peut garder quelqu'un comme lui dans les bureaux, même s'il est un agent spécialisé dans le paranormal qui a infiltré un peu trop de groupuscules satanistes ou de tueurs en série plus variés les uns que les autres. 1974. Children of Lucifer. Pas d'acteur prévu pour le réalisateur et une audition qui verra passer une quarantaine de bonhommes, et c'est le Jeffrey qui fut le plus motivé et motivant par sa drôlerie justement alors que tout le monde était trop sérieux. I was involved in ritualistic cannibalism. Le bizarre va l'emporter sur le classique, sa coupe de cheveux sera l'idée de l'acteur et il apportera un sacré nombre de bonnes idées pour le film. Pour lui, et il le dit, Milton Damers est l'ultime patriote, un authentique nationaliste et qui, poussé aussi loin, le pousse au fascisme. Et qui pour lui représente bien sûr le mieux cela, Adolf Hitler. You have to get these ashes to consecrated ground in order to destroy. Il va donc se renseigner sur le gonze à la bibliothèque de Wellington, il verra une photo de lui jeune et va s'en inspirer pour le look dont il a besoin. Under no circumstances must these ashes ever be released. Jeffrey Combs est non seulement pas un inconnu des fans de films fantastiques et surtout d'horreur, il est un acteur apprécié par sa façon d'interpréter ses personnages dans plusieurs films, comme le fameux et culte Herbert West donc dans Réanimateur de Stuart Gordon, le From Beyond aux portes de l'au-delà du même réalisateur, la suite de Réanimateur, Robojox de Stuart Gordon, Mutronics, Screaming Mad George et Steve Wang, Fortress de Gordon toujours, il sera H.P. Lovecraft dans le Necronomicon de Christophe Gans, Shusuke Kaneko et Brian Yuzna, Beyond Réanimateur de Brian Yuzna toujours, et un paquet de séries télévisées. Sa voix française est de Patrick Laplace. Who did that to you? Patricia Ann Bradley est interprétée par Dee Wollaston, connue pour de nombreux rôles dans de grands films cultes. Karen White dans Le Hurlement de Joe Dante, Marie, la maman dans le E.T. extraterrestre de Steven Spielberg, Donna Trenton, attaquée par son fils par un spectaculaire Saint-Bernard enragé dans le très bon Cujo de Lewis Teague dont j'avais parlé, d'après le formidable roman de Stephen King. Elle jouera dans de nombreux autres rôles au cinéma comme à la télévision. Elle est ici l'ancienne petite amie de Johnny Charles Bartlett, un tueur sanguinaire, et elle détient un secret assez terrible. Dès le départ, elle semble être une victime qui incarne la bonté et la gentillesse, avant de nous montrer une autre facette, le pire chez l'être humain, une personne vicieuse et aussi dingue que son fiancé. Frédéric Thiermont est à sa voix française. I guess that makes you number one. Johnny Charles Bartlett est un tueur en série qui n'a donc pas pu finir son travail avant de se retrouver mort électrocuté. Il va donc revenir parce que le boulot c'est important et il a un chiffre à revaloriser, essayer de faire le plus de morts possible pour battre des tueurs en série connus. What's the score, Patty? C'est Jake Busey avec son visage inoubliable et qui ne trompe personne sur sa génétique puisqu'il est bien le fils de Gary Busey. Il a joué sur le Twister de John Debon, Contact de Zemeckis où il était le terroriste. Il est Ace Levy dans Starship Troopers de Paul Verhoeven, Ennemi d'État de Tony Scott, Identity de James Mangold, reviendra en remplaçant dans Rutger Hauer sur le Hitcher 2 de Louis Morneau. Et pour rendre hommage à son père qui a joué dans Predator 2 de Stephen Hawkins, il va jouer Sean Case, le fils du personnage dans Predator 2, dans le Predator de Shane Black. C'est Thierry Raguenaud qui est à sa voix française. Peter Domson lui joue un abruti, Ray Linsky, marié à Lucy et vite décédé. Il va parcourir le film en voyant sa compagne tomber amoureuse petit à petit de Frank et réciproquement, et reste un personnage très drôle du film. Lucy, go! Il a joué Elvis Presley jeune dans le Forrest Gump de Zemeckis et ne fera que de petits films ou téléfilms derrière. Frightening. It's a young man's game, Frank.
En fantôme juge, nous avons John Astin, hilarant et parfait, et ici maquillé sous de fabuleuses prothèses de Rick Baker. Un juge qui erre sur terre en tenue de cow-boy depuis bien trop longtemps est réduit presque à l'état de momie, privé de ses organes vitaux et très bien ouvert physiquement parlant au monde extérieur. They don't call me the hanging judge for nothing. Avec la peau sur les os, il perd parfois des parties de lui-même. L'acteur fut le fameux Gomez dans La Famille Addams, la série anthologique que l'on adore tous. Il a été vu dans de petits films et beaucoup de séries. C'est Claude Nico qui le double en français. Cyrus est un fantôme disco des 70s, resté comme le juge bloqué dans l'année où il est mort, et est interprété par Chi McBride et accompagne Frank. McBride sera vu dans Les Seigneurs de Harlem de Bill Duke, Code Mercury de Harold Baker, iRobot d'Alex Proyas et jouera le capitaine Lou Grover dans le reboot de la série Hawaii Five-O. C'est Mario Santini qui le double. What the hell are you doing in my graveyard? You have been told to stay away! Le personnage du fantôme Sergent Ice est au départ écrit par Peter Jackson et Fran Welch comme une parodie du sergent instructeur Hartman qui était incarné par R. Lee Ermey dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. You cannot bring your spooks in here without my permission! Disappear, scumbag! Mais après des auditions infructueuses où ils ne trouvent absolument personne en Nouvelle-Zélande, ils vont décider de faire appel carrément à l'acteur, l'ancien sergent instructeur lui-même, pour parodier son propre rôle, ce qu'il va accepter avec joie. Frank Bannister va percuter un homme à la sortie des locaux du journal local dans les premières minutes du film et va lui faire peur avec son t-shirt d'assez mauvais augure. Asshole. Il s'agit de Peter Jackson qui a l'habitude de jouer un caméo dans ses films et là fait carrément un doigt d'honneur à son acteur principal. La musique du film est composée par Danny Elfman, le genre de film où à l'époque il y est très à l'aise et peut faire montre de son talent pour l'épouvante gothique en mode grosse musique massive et chœur, ici d'enfant. Le problème est justement là. Un score très bon sur le thème et dans le film, mais à l'écoute seule peut paraître redondant et sans grande surprise, en tout cas avec une utilisation appuyée du clavecin, ce qui marche d'habitude. Pour beaucoup, une des partitions les moins intéressantes du bonhomme, pire, l'on se rappelle peu du thème final, lui préférant ses musiques plus impactantes de ses débuts. Malheureusement, ce sera le chemin qui va suivre un moment, malgré de très bons thèmes principaux, mais dont on se fout royalement comme du reste de la musique. Sombre et chaotique, certes, comme il faut, Elfman semble peu inspiré, encore une fois, à l'écoute seule, fonctionnant très bien sur le film, ce qui est déjà le principal. Les béophiles d'ailleurs ne mentionnent que peu cet album, tapant toujours sur le meilleur du bonhomme, ayant bien compris que malgré que le film soit bon, la musique ne sert ici que d'un balai-crin sans âme mais fonctionnel. L'atmosphère, au mépris des thèmes, sera donc le début d'un chemin de croix du bonhomme et c'est bien dommage, preuve que sans Shirley Walker ou Steve Bartek réellement impliqués, Elfman manque cruellement de savoir-faire sur la longueur. L'orchestration est bien sûr très très propre et comme je le dis, nous donne massivement les percussions, les chœurs d'enfants qui vont être mis en avant et le clavecin qui apportera le côté humour noir. Les attaques du fantôme faucheur d'âme sont illustrées avec des parties d'action atonales agressives et explosives, mais rien n'y fait, on oublie la musique après l'avoir écoutée. Le disque sortira chez MCA avec une durée honnête et bien que possédant la version complète, je ne l'écoute jamais. Dommage, mais c'est un rendez-vous raté pour moi. La chanson Don't Fear the Reaper du générique de fin est une reprise du groupe Blue Oyster Cult par le groupe néo-zélandais The Mutton Birds et figure sur l'album. Une
Une chose est claire sur Fantôme contre Fantôme, c'est que l'originalité prime ici, avec quelques obligations de chemin déjà empruntées, mais quel bonheur! Un film dont certaines scènes sont d'une fulgurance absolue, notamment certaines apparitions de la grande faucheuse et d'une beauté que l'on n'avait pas eu venir. Un film où l'émotion nous gagne par le jeu de Michael J. Fox, ce qui arrive à son personnage, d'un lyrisme dans la narration sur les relations entre les personnages dont une certaine violence sert le propos, comme son humour et un rythme mené à 100 à l'heure. Entre les gentils et méchants spectres, le bonheur est total, entre l'humour des uns et l'imagerie gothique de l'autre. Beaucoup de critiques vont littéralement chier sur le film, expliquant qu'il n'a rien d'original, de quoi se mettre la tête à l'envers, mais acceptent volontiers le film pour sa violence crue et la cruauté du tueur. De même, certains reprocheront à Jackson de trop montrer les fantômes, alors que celui-ci leur répond que si le héros les voit, il faut les montrer. Ils le traitent même d'opportunisme et changeront bien sûr leur fusil d'épaule en se demandant, la blague est superbe, où est passé le réalisateur de Fantôme contre Fantôme quand il critique le premier Seigneur des Anneaux qu'il n'aime pas. L'hypocrisie de la mémoire courte. Bref, Peter Jackson suit les règles du film de Fantôme en les modifiant quand même. De par son récit, comme beaucoup de films de vampires ou de loups-garous, il fait celle des fantômes sienne. Une aberration hollywoodienne, un bonheur de chaque instant, où les risques sont pris malgré une fin conventionnelle, le risque de ne pas faire ce que les autres font, et qui, comme d'habitude, ne paiera pas au cinéma, mais bien en vidéo, et tourné avec une liberté totale, ce qui est un luxe à l'époque déjà. Vouloir plaire au plus grand nombre pour les studios, c'est bien, mais cela reste sous contrôle et sans originalité parfois, les producteurs n'ayant pas souvent du goût en la matière. En délocalisant le projet et en faisant le film le sien, sans aucune limite, si ce n'est un PG-13 obligatoire minimum pour le genre, cela aurait été un film entièrement différent. Ce n'est pas Braindead, certes, mais tout ne doit pas se rapporter aux hectolitres de sang pour qu'un film de genre soit validé. Il l'est pour moi ici. C'est aussi pour cela que ce film touche son côté indépendant, malgré la production Universal et ses 30 millions. Peter Jackson va continuer ainsi, la Nouvelle-Zélande, une liberté totale, et va partir sur son Seigneur des Anneaux, qui lui prendra 7 ans, ratera en grande partie son rêve de King Kong pour avoir peut-être pas voulu se reposer entre les deux, et après le départ de Guillermo del Toro, et malgré sa brouille avec New Line, reprendra le Hobbit. Hello, Frank. It's time to go home. Fantôme contre Fantôme reste dans la grande tradition des films de fantômes et de maisons hantées, mais réalisé en mode tornade, avec une caméra qui ne stagne jamais et s'envole pour les plans les plus fous. Un début américain magistral et réussi, un grand 7 poils sur 6, une masterclass. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir des vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mug, t-shirts, sweats, tabliers de cuisine, bref plein de choses. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.